Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Dans l'actualité de ce jour, au Nigeria, au moins 23 morts dans une série d'attentats suicides. À Maiduguri, une situation préoccupante dans la sous-région ouest africaine. En République démocratique du Congo, la question des milices Wazalando continue de susciter des inquiétudes dans l'est du pays. Et puis aux États-Unis, malgré les tensions commerciales, les échanges économiques restent solides avec un record enregistré en 2025. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Nigeria, la ville de Maiduguri, située dans le nord-est du pays, a été frappée par une série d'attentats suicides. Selon les autorités locales, au moins 23 personnes ont perdu la vie dans ces attaques qui ont visé des zones très fréquentées. Ces explosions ont semé la panique au sein des populations et relancent les inquiétudes sécuritaires dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Plus de détails dans cet élément. La ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a été secouée par une série d'attentats suicides. Plusieurs explosions ont visé des lieux fréquentés, notamment le marché principal, un bureau de poste et les abords d'un hôpital. Ces attentats interviennent au lendemain d'une offensive contre une position militaire. Nous étions assis quand nous avons soudain entendu une forte explosion. Tout le monde s'est immédiatement mis à courir. Plus tard, nous avons appris qu'une autre explosion près de la poste avait été provoquée par un homme portant une bombe. Alors que les gens fuyaient encore, une autre explosion a eu lieu près de la poste. Sur place, aucun bilan officiel n'a encore été confirmé, mais les témoins évoquent un nombre élevé de victimes. Nous avons essayé d'aider les victimes autant que possible. Certains blessés ainsi que les corps des personnes décédées ont été transportés vers les hôpitaux. Nous avons aidé à les évacuer, mais le nombre de blessés et de morts était tellement élevé que nous ne pouvons même pas l'estimer. D'après ce que j'ai vu, il y a au moins une dizaine de corps au sol. Honnêtement, je n'ai pas pu les compter. Mais il y avait beaucoup de morts et encore plus de blessés. Ces attaques sont attribuées à des groupes djihadistes actifs dans la région, notamment Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, la question des milices Wazalando prend de plus en plus d'ampleur. Ces groupes armés engagés aux côtés des forces armées congolaises contre les rebelles du M23 suscitent de nombreux débats. Reportage à suivre.
Fusil à la main, ce commandant et sa femme patrouillent côte à côte. Le couple fait partie de ces nombreux civils congolais à avoir rejoint les milices Wazalendo pour soutenir les forces armées congolaises mobilisées contre le M23. Dans le territoire de Fizi, frappé par le conflit dans l'est du pays, des années de guerre ont brouillé la frontière entre vie familiale et champ de bataille. Lorsque mon mari part au front, je me sens toujours tranquille, car je fais moi aussi partie de ces soldats. Si je dois prendre les armes, je le fais aussi et je l'accompagne. À toutes les femmes de l'Est du pays, je dis venez nous rejoindre pour lutter pour ce pays et le sauver. Difficile d'estimer le nombre exact de combattants dans les rangs Wazalendo, mais ils seraient des milliers à combattre dans l'est de la RDC. Pour épauler les forces armées congolaises et protéger leur communauté, les milices Wazalendo recrutent autant que possible. Je suis dans la brousse depuis 15 ans et beaucoup de mes soldats ont déjà perdu la vie dans cette guerre qui implique les Rwandais. Nous sommes sur 3 fronts, à Pointe Zéro, en ce moment même. Mes hommes se battent là-bas. Nous sommes également à Uvira et à Rugezi. Dans cette région, la guerre ne s'arrête jamais. Les Wazalendo sont présentés par les autorités congolaises comme des forces de défense communautaires qui aident à résister à l'avancée des rebelles. Dans un rapport publié en janvier, un groupe d'experts de l'ONU affirme que certaines milices Wazalendo ont été impliquées dans des exactions contre des civils. Les miliciens de leur côté rejettent ces accusations et revendiquent un combat patriotique de longue haleine. Nous voyons nos compagnons d'armes mourir et d'autres être sauvés par Dieu, mais nous continuons à nous battre jusqu'au bout. Ces dernières semaines, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans l'est de la RDC, malgré les efforts de médiation déployés par plusieurs acteurs, dont le Qatar et les... Dans un autre registre, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko se projette déjà vers les prochaines échéances politiques. Il a annoncé la tenue d'un congrès de son parti, le PASTEF, le 6 juin 2026. Objectif, remobiliser les militants en vue des élections locales prévues en 2027. Reportage à suivre. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko commence à s'organiser en vue des élections locales prévues en 2027. Le chef du gouvernement s'est d'abord entretenu samedi avec ses soutiens de l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique, une coalition qui rassemble ses proches. Sur son compte Facebook, le Premier ministre a qualifié les discussions de fructueuses et résolument constructives au terme d'une rencontre à huis clos. Mais le point fort du week-end politique d'Ousmane Sonko a eu lieu dimanche avec la tenue d'un conseil national de son parti, PASTEF. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a annoncé un congrès du parti le 6 juin prochain pour remobiliser les militants. Selon un communiqué, ce congrès doit être une étape cruciale dans la consolidation et l'institutionnalisation du PASTEF. Au-delà des élections locales à venir, Ousmane Sonko a aussi en ligne de mire la présidentielle de 2029. Ces efforts de structuration interviennent une semaine après une initiative similaire du président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a organisé le 7 mars une assemblée générale autour de sa coalition Diomaye président. Après des mois de tension, la rivalité entre les deux têtes de l'exécutif persiste alors que chacun place ses pions en vue des prochains rendez-vous électoraux. Au Moyen-Orient, à présent, le Qatar rejette les démentis de l'Iran concernant des frappes visant des civils. Doha appelle par ailleurs à un renforcement de la coopération avec l'Europe en matière de défense et de sécurité dans un contexte régional toujours tendu. Suivons ensemble. We need de-escalation now. That's the message from Qatar as the U.S. and Israel's war on Iran enters its third week. Speaking to reporters on Monday, the advisor to Qatar's prime minister says he's not aware of any mediation efforts to end the current conflict. He also says Iran must stop attacking its neighbors and rejects Tehran's claim that it is not targeting civilian infrastructure across the Gulf. Ministry of Foreign Affairs spokesperson Dr. Majid Al-Ansari says Iranian attacks on Qatar have included cruise and ballistic missiles, drones, and even fighter jets. He says 5 different types of drones were used on Sunday alone. Iran is attacking our countries in an unprovoked way. These attacks are harming civilians. These attacks are killing people in neighboring countries. And there is no need for coordination. The only need here is for Iran to stop attacking the countries that are not attacking them, to stop attacking the countries of the Gulf, stop attacking the countries in the Arab world. Iran says it is only targeting U.S. interests in the Gulf.
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has also proposed forming a committee to investigate who is responsible for attacks on civilian areas. But Al-Ansari says the reality on the ground tells a different story. Let me make it very clear. Since the Iranian attacks have started on Qatar, the threats and the attacks on civilian targets have not stopped, including last Saturday when a missile with the trajectory towards the residential area was intercepted. In response to a question from Euronews, Al-Ansari says Qatar has also received strong support from European partners during the crisis. We're hugely appreciative, of course, of the European support in general throughout this crisis, as you have mentioned, with the Joint Squadron with the United Kingdom, with the help coming in from France, from Italy, from other partners in Germany, other partners in Europe. We are working very closely with them. What is taking place right now in this European position is laying the ground for an important increase in our defense and security partnerships with Europe, and these are the times when your partners and your friends as assets, and this is what we have seen when it comes to Europe. Qatar says diplomacy remains the only path to ending the conflict, but with attacks continuing across the region, officials say de-escalation has to happen first. Adel Halim, Euronews. Le Pakistan a mené des frappes sur la capitale afghane, Kaboul, affirmant viser des cibles militaires et terroristes. De son côté, l'Afghanistan accuse Islamabad d'avoir touché des civils avec de lourdes pertes humaines signalées. Suivons plutôt. Un avion de chasse pakistanais vient tout juste de survoler Kaboul. Il vient littéralement de pulvériser ce bâtiment en pleine nuit. Il y avait 130 personnes ici dans cette pièce et 40 personnes ici. 20 ont survécu. Les autres non. Ils sont tous morts. L'établissement, un hôpital spécialisé dans le traitement des toxicomanes. Plus de 3000 patients seraient pris en charge dans ce centre. Je suis moi-même toxicomane. Après la prière du soir, 2 bombes sont tombées. J'étais sur place, j'ai aidé au moins 100 à 200 personnes. Et le porte-parole du gouvernement afghan dit s'attendre à un bilan pouvant dépasser les 400 morts et plus de 200 blessés. Le balai des ambulances est incessant pour acheminer les blessés dans les hôpitaux de la ville. Des médecins des autres régions ont été appelés en renfort. Le Pakistan, image à l'appui, affirme avoir ciblé avec précision un site militaire qualifié de terroriste, suspecté d'abriter des talibans pakistanais en lutte contre le pouvoir d'Islamabad. Il rejette au passage les accusations du régime afghan selon lesquelles des civils auraient été délibérément visés, des toxicomanes, la drogue véritable fléau qui toucherait plus de 10% de la population afghane que les talibans ont promis d'éradiquer. C'est un centre de réhabilitation pour addiction où des personnes de tout l'Afghanistan viennent pour se faire soigner. Une fois le traitement terminé, elles sont renvoyées dans leurs provinces respectives. Après l'échec de plusieurs trêves, au début du mois, le Pakistan a annoncé le début d'une guerre ouverte contre l'Afghanistan. Une escalade sans précédent depuis le retour des talibans au pouvoir. Kaboul vient d'annoncer la fin de toute forme de dialogue et promet une campagne de représailles. Par ailleurs, malgré les tensions tarifaires, les relations économiques entre l'Union européenne et les États-Unis restent robustes. Selon une étude récente, les échanges de marchandises ont atteint un niveau record d'environ 900 milliards d'euros en 2025. Le déficit commercial américain vis-à-vis de l'UE a légèrement reculé. Image à suivre. Malgré les tensions commerciales, les échanges de marchandises entre l'UE et les États-Unis ont atteint un niveau record de 900 milliards d'euros en 2025. Un chiffre publié ce lundi dans un rapport de la Chambre de commerce américaine auprès de l'Union européenne. Le déficit commercial américain en biens avec l'UE a atteint 219 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de seulement 7%, malgré les droits de douane imposés par la Maison-Blanche pour réduire cet écart. L'UE n'a pratiquement pas réduit ses exportations vers les États-Unis, indique le rapport, et ce,
l'UE, alors que Washington et Bruxelles restent en désaccord en raison de la politique commerciale agressive actuelle de la Maison-Blanche, qui prévoit notamment de tripler les droits de douane américains sur les produits de l'Union. Un accord déséquilibré a été conclu l'été dernier entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, en vertu duquel les États-Unis ont imposé des droits de douane de 15% sur les marchandises de l'UE, tandis que l'UE a accepté de supprimer ses propres droits de douane et d'intensifier ses investissements aux États-Unis. Mais l'accord reste gelé, les législateurs européens attendent des clarifications de Washington, alors que de nouvelles enquêtes ont été lancées suite à une décision de la Cour suprême américaine en février. Celle-ci a jugé que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant ses taxes douanières. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. L'Union européenne maintient le cap dans le détroit d'Ormuz. Kaja Kallas a indiqué qu'aucune modification du mandat de la mission navale n'est envisagée, malgré les pressions exercées par les États-Unis pour un engagement accru. Suivons ensemble. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré qu'il n'y avait, je cite, aucune volonté de prolonger le mandat de la mission navale Aspides dans le détroit d'Ormuz. Kaja Kallas s'est exprimée à Bruxelles après que les ministres des Affaires étrangères de l'Union se sont réunis pour discuter de la manière dont l'Europe devrait réagir aux répercussions de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et au blocage du détroit. We discussed options to better protect the shipping in the region. EU already has naval operations in place. We have Aspides that plays a key role in safeguarding the freedom of navigation. There was, in our discussions, a clear wish to strengthen this operation, but for the time being, there was no appetite in changing the mandate of the Operation Aspides, for now. La guerre a provoqué ce que les analystes décrivent comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz de l'histoire. La déclaration de Kaja Kallas intervient au lendemain de la décision du président américain Donald Trump d'intensifier la pression sur l'Europe pour qu'elle aide à protéger le détroit d'Ormuz, cette voie navigable essentielle à l'équilibre mondial. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.